Oui, alors je vais aller quand même assez rapidement dans cette présentation où je suis en train de revenir sur des arguments ou sur la présentation même du colloque, ou pour dire que donc ma présentation évidemment fait partie du groupe de recherche Arcane que j'ai fondé avec Jean-Marc Larue, hein, c'est intéressant de le dire. Et donc, où on s'intéresse justement aux dynamiques de médiation qui dépendent à la fois d'un contexte technologique, social et culturel autour des puissances du faux, phénomène que l'on étudie à l'intérieur du groupe, tant sur le plan sémiotique que sur le plan de l'intermédialité. Donc, l'intermédialité qui comprend ces filiations historiques. Donc, Jean-Marc a bien nommé que les présentations qui m'ont précédé démontrent bien. Alors, tu peux partir la vidéo. Dans l'autre, oui, c'est ça. Et fermer le son, s'il y a son, fermez, s'il vous plaît, parce que je vais parler par-dessus. Euh, donc, pouvoir des illusionnistes, bien sûr, qui vont intégrer les dispositifs de l'IA dans la longue filiation des arts trompeurs. Donc, encore une fois, notre originalité, je pense, dans ce projet, c'est de prendre cet objet tout à fait neuf des arts, c'est-à-dire de l'intelligence artificielle, des deepfakes en particulier, et de l'intégrer à l'intérieur de ce qu'on a appelé les arts trompeurs. Et le vidéo que vous voyez, que j'ai pris quand j'étais à Prague récemment, c'est quelque chose qui démontre bien ce phénomène de l'illusion perceptive. Donc, le Tesla, quand on le voit dans la fenêtre, comme vous avez vu au début, on reconnaît bien Tesla, mais quand la caméra tourne, on voit que ce sont simplement un amalgame d'objets où il n'y a plus de Kafka, de Telsa dans l'image. Et donc, je pense que c'est une image qui représente très, très bien le travail des arts trompeurs et de la question de base qui était la question de tromper le sens et les sens également. Donc, ce retour à la perception également. Si tu veux peut-être aller plus loin, l'autre slide, oui. Et qu'on retrouve évidemment dans tout le travail du trompe-l'œil. Donc, encore une fois, des images que j'ai saisies au Musée de l'illusion de Prague, où on voit encore une fois ces illusions perceptuelles. Et donc, on le sait, ce ne sont pas des phénomènes qui sont nouveaux. Je vais revenir sur une définition de l'art trompeur qui vient des travaux de Jean-Marc avec évidemment tout le groupe qui nous a précédés également. Donc, il dit qu'un art trompeur peut faire en sorte que ce public, donc le lecteur, le spectateur, l'auditeur, le performeur participant, peine à distinguer l'original de sa réplique, la réalité de l'inventé, le fait avéré du fait imaginé, le vrai du faux. Donc, une prémisse qui date de 2018 et on est en 5 ans plus tard et on voit comment les ramifications de cette proposition de base ont été fructueuses. Donc, une dimension importante, donc, c'est cette idée de cette hypothèse de base que nous avons mis que certains phénomènes qu'on retrouve dans les arts trompeurs se retrouvent également dans l'écosystème socio-numérique, qui est le thème même du colloque. Et on a essayé, à travers nos recherches, nos discussions, de faire la différence justement entre une tromperie consentie versus une tromperie qui ne l'est pas. Et ce qu'on retrouve en général dans les arts trompeurs, qu'on ait du cinéma aux arts vivants, etc., c'est cette idée que le public accepte d'être trompé en fonction de la suspension de l'incrédulité si on est au cinéma, qui est propre à la fiction, ou encore du plaisir ludique que la tromperie sensorielle, émotionnelle ou cognitive lui apporte. Alors, donc, dans cette optique, dans ce contexte, les dispositifs génératifs qui sont issus de l'IA, du deep learning, constituent pour nous une partie émergente de cette recherche, un phénomène que nous avions à peine anticipé il y a 4 ans de cela quand on a démarré le projet. Et donc, on sait que les méthodes progressent très, très rapidement en multipliant ces puissances du faux et évidemment les possibilités de contrefaçon. Donc, euh, on peut dire donc que les deepfakes dont je vais parler aujourd'hui peuvent donc susciter à la fois des retombées positives lorsqu'ils sont mis au service de la création artistique ou de la médiation culturelle, ou encore amplifier, et non pas créer, mais amplifier la crise de la vérité et de la confiance qui affecte les médiations dans nos sociétés.
Ils peuvent donc déplacer les frontières poreuses entre le vrai et le faux en engageant des enjeux sociaux de taille. Je vais revenir à une notion chère à Jean-Marc, qui est celle de la magicalité, qu'on a travaillé ensemble d'ailleurs dans un article qui a été publié pour H2PTM 2023, sur la notion de magicalité et qui va aussi faire le lien entre des présentations qui se font, je pense à Frédéric Tabet qui va nous parler demain, qui se trouve dans les origines de notre recherche, qui portait sur la magie, hein, la question de la magie. Alors, on voit que c'est une des lignes de recherche importantes du projet Arcane aussi. Donc, on étudie ces phénomènes actuels, mais aussi en les connectant avec des phénomènes qui ne sont pas nouveaux comme tels. Et je cite donc cette phrase de l'auteur de science-fiction Clark qui disait toute technologie suffisamment avancée est indiscernable de la magie. Et on se retrouve depuis le télégraphe en 1840 jusqu'à maintenant, phonographe jusqu'à maintenant avec le deepfake, dans cette idée d'une magicalité présente les dispositifs techniques que Simon Doring a appelé la magie séculaire pour désigner donc les effets magiques qui relèvent de procédés techniques. Alors, je pense que je vais aller un petit peu plus vite, mais je soulignerai donc pour Jean-Marc, la magicalité réside précisément dans l'opacité étrange qui masque la médiation tout en soulignant qu'elle existe. Donc, cette notion d'opacité qu'on retrouve, on le sait, dans les dispositifs de machine learning et qui sont au cœur des débats. Donc, cette question de l'opacité qui revient encore une fois. Et donc, selon Noël et Armanda Charquet, la tromperie est une partie intégrante de l'intelligence artificielle considérée comme la science de l'illusion et probablement un des moteurs les plus importants de phénomènes les plus récents finalement des illusions. Et je vais aller rapidement, donc pour dire qu'il y a trois caractéristiques de la magicalité. Celle de la technique, donc cette idée de l'individualisation de mécanismes complexes et sophistiqués qui rend possible une multitude d'interactions. Donc cette notion d'opacité qu'on retrouve dans les dispositifs de deep learning. La notion de spectacle aussi, qui est assez importante. Donc, la mise en scène de la puissance algorithmique par le truchement de la voix, du texte, dans certains cas d'un avatar. Et encore, la question de l'anthropomorphisation qu'on retrouve également dans ces dispositifs et en particulier au niveau des agents conversationnels. Alors, je passe un peu rapidement. Je pense que je vais sauter une partie que j'avais préparée sur le machine learning. Je vais aller très rapidement à cause du temps qui passe. Donc, cette idée du changement de paradigme hein, qu'on a évoqué d'ailleurs un petit peu plus tôt, Martin Schwenninger l'a évoqué, ce changement entre des procédés dans l'intelligence artificielle qui reposaient sur des systèmes de règles, ce qu'on appelait l'IA symbolique, et où on a passé plus tard, évidemment, au dispositif statistique, qui est un changement de paradigme profond dans la façon, évidemment, d'aborder l'intelligence artificielle. Donc, je vais aller, si vous me permettez, plus rapidement, étant en fin de présentation, et si tu peux déclencher le vidéo. Et on peut le couper, si tu permets, pour aller à l'autre vidéo qui suit.
peut arrêter ici. Donc, simplement pour voir l'acteur qui est derrière le deepfake en question, hein. Donc, il y a toujours un acteur quand même qui reprend qui module en fait ce deepfake. Ici, on va changer. Oui, OK, on est sur la bonne. Donc, je vais enchaîner avec un premier usage finalement des deepfakes qu'on retrouve au cinéma, qui va peut-être prolonger un petit peu ce que Réjeanne Amusvali nous a présenté tout à l'heure, qui est toute la question finalement de ce qu'on appelle la résurrection algorithmique. C'est un terme qui circule beaucoup. Donc, cette idée que l'intelligence artificielle permet actuellement de ressusciter des acteurs décédés ou encore de créer des doubles algorithmiques capables de remplacer l'acteur vivant. Donc, on a vu avec le Morgan Freeman, que je pense est un des plus réussis exemples que j'ai pu voir justement de deepfake. On voit comment ça va entre celui qui a été présenté de Obama il y a quelques années à peine et celui de Morgan Freeman. On voit toute l'évolution du deepfake. Et donc, cette question du rajeunissement des acteurs, de leur survivance aussi, est donc rendue possible par les dispositifs génératifs qui vont mettre en jeu les puissances du faux dans leur rapport à la temporalité qui a été annoncé par Deleuze dans son article séminal de 1985 où il a énoncé cette idée de puissance du faux. Alors, c'est une filière intermédiaire que j'aime souligner parce que on sait qu'il y a une association entre la mortalité et la médiation technique qui permet de transcender, on pense, ou donc cette idée de la mort qu'on retrouve finalement au fondement même, les fondements anthropologiques de l'être artificiel. Je pense à Hans Belting qui nous disait, par exemple, donc en 2001, l'expérience de la mort a été l'un des moteurs les plus puissants de la production humaine des images. Et on retrouve donc, on peut renvoyer aux fonctions magiques de la statuette ancienne hein, dans les rituels de la mort, qui constituait une tentative pour déjouer le temps, alors que l'effigie promettait de se substituer au corps du défunt afin de l'arracher à la mortalité et assurer sa survie. Et donc, cette association que Bazin a tout de suite retracée pour affirmer que le cinématographe produit une image qui embaume le temps. On la retrouve donc dans cette idée de l'immortalité, de la résurrection algorithmique. Et on sait que c'est vraiment dans cette filiation intermédiaire que s'inscrivent aussi les débuts du cinéma, qui est lui-même un automate. Et donc, cette idée du machine learning qui s'inscrit dans une filière des automates qui remonte, on le sait, très loin en arrière. Donc, les stratégies d'illusionnistes qui sont présentement à l'œuvre dans les deepfakes, donc, prolongent les effets visuels qui sont déjà travaillés au cinéma. Et puis, donc, Réjeanne a pris l'exemple, par exemple, de l'étrange histoire de Benjamin Button, qui date de 2008, où on avait des cas assez extraordinaires, finalement, d'hyperréalisme qui ont été faits par ailleurs tout à fait autrement, donc par les effets spéciaux réguliers, qui ne sont pas ceux qu'on retrouve dans le deepfake. Donc, il y a prolongation de cet illusionnisme, mais le fait nouveau de ça, à mon avis, vient du fait que c'est l'accessibilité de ces techniques qui devient le point saillant dans l'espace social actuel. C'est-à-dire qu'on le sait, les effets au cinéma coûtent des fortunes à faire, c'est des millions en production, alors qu'on se retrouve maintenant avec des technologies qui permettent à n'importe qui de créer à très, très peu de frais un deepfake et de le faire circuler dans l'espace public. Et c'est ce phénomène qui est absolument important et intéressant à souligner parce que c'est lui qui nous amène évidemment les effets pervers qu'on peut retrouver dans l'écosystème socio-numérique actuel. Donc, on va passer un petit peu plus loin. Oui, encore, s'il te plaît. Alors, un autre phénomène, donc, on va passer le vidéo, si tu permets. Donc, c'est celui du doublage d'un film en langue étrangère.
on peut arrêter, on comprend bien. Alors, vous voyez le passage un petit peu plus tard dans l'extrait, il va faire la même chose en allemand. Donc, aussi, cette façon de pouvoir évidemment remplacer complètement un média, un métier du cinéma, qui est celui du doublage. Et on voit à quel point il y a une efficacité donc d'aller appliquer le deepfake seulement sur la région de la bouche pour pouvoir changer les mouvements, donc les mouvements de lèvres. Et c'est moi qui... Pardon, voilà, je l'arrête. Et donc, euh, on voit que, donc ce serait, oui, c'est ça. Donc, on voit que ces doubles numériques vont poser des questions éthiques et légales importantes. Donc, ça rejoint un petit peu ce que Martin Schrödinger nous disait ce matin, toute la question du vide juridique aussi autour de ça. Et puis, ce qu'on voit apparaître, finalement, c'est cette contradiction entre le droit à l'image et le droit à la libre expression, on le sait. Donc, ce n'est pas un cas juridique qui est apparu avec les deepfakes, mais qui se pose en profondeur dans toutes les tentatives de légaliser ou d'organiser la loi autour des phénomènes qui arrivent aujourd'hui. Donc, ce fait que on sait par exemple que les deepfakes ont commencé avec des usages pornographiques. On pense à Scarlett Johansson, par exemple, un des cas les plus célèbres, qui n'a pas pu arrêter le phénomène. Et donc, on se trouve donc avec ce problème de dire, est-ce qu'un acteur a le droit à son image et peut interdire une traduction, par exemple, ou on va manipuler son mouvement de lèvres dans une autre langue. Alors, on voit tout le champ légal et éthique qui se pose à travers les deepfakes. Je vais tomber dans un autre exemple maintenant, dans un tout autre registre, pour vous présenter donc un produit de ChatGPT, en fait de GPT-3, c'est pas ChatGPT, c'est GPT-3, qui a été fait autour d'une uchronie qui a été générée par intelligence artificielle, qui s'est nommée Serum n'avait pas chuté. Alors, ce projet, donc, il s'agit d'une fiction générée par une intelligence artificielle qui a été orchestrée par un historien finalement de l'Antiquité qui travaille, qui enseigne actuellement, un jeune chercheur qui enseigne à Sciences Po à Paris et qui a qui a donné comme proposition de base à ce projet. Qu'est-ce qui arriverait dans l'idée de l'Uchronie dans le récit? Qu'est-ce que c'est l'idée de l'Uchronie, hein? C'est que ce sont les versions alternatives de l'histoire. Qu'est-ce qui se serait passé si, Hitler avait gagné la guerre avec Philippe Codic? On sait qu'il y a plusieurs exemples comme ça. Donc, il a créé une uchronie et sa proposition qu'il a donnée à l'intelligence artificielle, c'est de dire euh, qu'est-ce qui se passerait si l'électricité aurait été domestiquée par les gens de la Rome antique. C'est la proposition de base qu'on retrouve dans cette uchronie. Et le livre de Raphaël Dohan, donc vous voyez l'image ici, on peut avancer dans les images. Euh, c'est ça. Donc, le livre a été produit et il est fort intéressant parce qu'il y a une alternance dans la présentation que Raphaël Dohan en fait du récit généré par l'intelligence artificielle et du commentaire de l'historien qui relate les sources finalement où ont été prises les différentes informations, comment le processus s'est déroulé, le processus créatif puisqu'il s'agit d'une fiction généré par l'intelligence artificielle. Alors, la première chose, c'est qu'il ne s'est pas contenté de dire, voilà, ma proposition, c'est qu'est-ce qui se serait passé si les Romains avaient domestiqué l'électricité. La source de données qui a été donnée donc à l'intelligence artificielle, ce sont des textes, des images, des contenus, des datas qui viennent de la Rome antique, qu'il a amalgamé avec des données ou des informations qui viennent de l'ère industrielle, finalement, du 19e siècle, et il a laissé l'intelligence artificielle développer son récit de fiction, qui est d'une étonnante cohérence. Donc, on commence à tranquillement être habitué aussi aux résultats de ChatGPT, et donc, il poursuit cette proposition.
en intégrant à l'intérieur du texte différents niveaux, on peut avancer les images. C'est simplement des images qui ont été générées par l'intelligence artificielle. Donc, cette proposition où l'intelligence artificielle va extrapoler à partir des données un monde fictif dans la Rome antique, en parlant par exemple des changements sociaux qui se seraient déroulés dans la Rome antique, encore une fois, la libération de la femme, par exemple, toutes les transformations sociales que l'intelligence artificielle a générées. Et il y a eu aussi une production d'images, donc vous en voyez quelques-unes maintenant, qui est un résultat de Midjourney, si vous voulez, de DALL-E et puis de Midjourney, où l'IA a amalgamé, comme vous voyez ici, par exemple, l'image d'une statue antique avec celle d'un robot, celle d'un char qui est propulsé par la vapeur. Et si on continue dans les images, voilà, j'ai plusieurs exemples. Et donc, la proposition aussi fictionnelle, c'est que l'auteur ou l'intelligence artificielle présente ces images un petit peu comme si c'était des images présentées dans un musée qui exposeraient finalement ces résultats ou c'est une iconographie tout à fait fictive de cet amalgame entre donc l'ère industrielle et puis la Rome antique. Euh, un autre point qui est intéressant, donc je vais passer, oui, on peut arrêter peut-être à cette slide, oui. Bon, ça, c'est les images, mais un peu plus loin. Non, un petit peu avant. C'est la difficulté de ne pas gérer moi-même. Oui, oui, celle-là, oui. Plus loin, encore avant, encore avant. Voilà. OK, on va arrêter sur celle-là tout simplement pour l'image de gauche. Un des résultats que j'ai trouvé absolument fascinant de ce travail de fiction, c'est le passage à différents niveaux de récit. Donc, on a ce méta-récit, donc conséquence d'une éventuelle Rome où les galères sont propulsées par la vapeur, etc., à un autre niveau de récit qu'on retrouve chez les écrivains finalement, qui est le personnage, on le sait. Donc, il est allé saisir des données. Donc, l'auteur a fourni des éléments, par exemple, de lettres de Sénèque, écrits par Sénèque dans le style de Sénèque. Il a fourni également la biographie de Thomas Edison. Et l'intelligence artificielle d'elle-même a fusionné les deux pour créer un personnage qu'on voit ici qui s'appelle Mégon dans le récit de l'IA. Donc, Mégon, et puis ce qui est étonnant, c'est qu'il va décrire Mégon un petit peu à la manière d'un écrivain. Donc, on sait que ChatGPT peut demander finalement, fais-moi le récit à la manière d'un historien, fais-moi le récit à la manière d'un écrivain, d'un ingénieur, etc. Et dans ce cas-là, il va insérer donc dans le méta-récit un mini-récit où il va chercher de très très près le personnage de Mégon en le décrivant au niveau de sa physiologie, en le décrivant au niveau de ses traits psychologiques. Il va très loin dans la description du personnage, comme un auteur humain aurait fait. Il le met responsable d'une guilde de constructeurs ou d'une guilde qui fabrique des ampoules électriques à l'époque romaine, etc. Donc, le point que je veux souligner ici, c'est l'intérêt du croisement entre plusieurs plans du récit qui ont été faits par l'IA et qui posent cette fameuse question, est-ce que l'IA peut devenir créative? Est-ce qu'on peut considérer que le résultat est créatif? Et mon impression, c'est que dans cet exemple que je vous présente, on a un cas où on va au-delà du jeu de l'imitation d'une certaine façon. Que les données statistiques nous donnent un récit absolument renversant par sa cohérence, qui va chercher différents niveaux de récit comme un auteur humain le ferait. Et voilà où on en est actuellement pour produire une fiction. On va aller un petit peu plus loin dans les images. Donc, les images produites, voilà, le temps de les regarder, on va aller un petit peu plus loin. Donc, on se retrouve, oui, on va arrêter ici. Donc, cette idée de l'IA et la créativité, un processus sans sujet qui revient un petit peu sur l'intervention de Samuel hein, lorsqu'on parlait de cette fameuse intériorité. Donc, un récit produit sans qu'il y ait un sujet derrière et qui est la grande question qui se pose finalement dans les dispositifs d'intelligence artificielle. Alors ici, je vais peut-être avoir de la misère à le lire à l'écran.
Oui, donc la proposition de Dartmouth, hein, Dartmouth, cette fameuse conférence où les intervenants d'intelligence artificielle ont tenté de définir ce que la promesse de l'intelligence artificielle, à quel point l'intelligence artificielle peut imiter le processus de la pensée et donc qui revient par ricochet, si vous voulez, sur la question de qu'est-ce que c'est qu'être un être humain, qu'est-ce que c'est qu'être conscient, qu'est-ce que c'est qu'être un sujet qui produit. Et donc, selon cette proposition de Dartmouth, et je cite, la part de hasard que manifeste notre créativité ne serait pas un privilège de l'humain ou de la vie, puisqu'elle participe de l'aptitude de la matière à s'organiser spontanément. La notion de créativité ne permet plus de distinguer l'humain de la matière. Donc, une proposition de Dartmouth, qui peut être contestable évidemment. Et si j'en suis donc Geoffrey Hinton, qui a été un des développeurs chez Google, chez Google de l'intelligence artificielle, avant 2023, parce qu'il y a eu une petite controverse, il a démissionné en disant ce que je suis en train de faire déborde vraiment de loin les intentions premières et il a amené les craintes qui sont amenées par l'intelligence artificielle. Donc, il disait avant 2023, il suffit de prolonger les voies ouvertes par le deep learning, qui est selon lui déjà un modèle cohérent de la pensée. Chaque pensée correspond à la matrice des poids et des billets de nos neurones à un instant donné. Une pensée n'est rien d'autre qu'un très gros vecteur. Et on sait qu'on pourrait discuter et débattre très longtemps de la question. Alors, je ne sais pas où j'en suis dans le temps de la conférence. Qu'est-ce qui reste comme temps? Assez peu, hein? C'est ce que je pensais. C'est ce que je pensais. Alors, je vais aller tout de suite à l'autre pour vous montrer donc deux cas que je trouve très intéressants. Donc, deux cas qui sont à la lisière finalement de ce que peut produire l'intelligence artificielle. Alors, j'ai présenté évidemment dans cet exposé des cas que j'appellerais légitimes, positifs. Donc, dans le code de loi, on est dans une fiction bien contrôlée. Le lecteur sait qu'il est dans une fiction. Le procédé, le processus est bien expliqué. Donc, il n'y a pas de danger qui peut résulter de ça. Et au cinéma, on sait que c'est tout simplement une prolongation de ce qui se passe depuis le début du cinéma, de l'illusion portée par les effets spéciaux. Maintenant, donc les cas, je vais terminer en exposant ces cas, viennent de ce que j'appellerais justement cette lisière où on se met à manipuler des archives historiques pour leur faire dire des choses qu'ils n'ont jamais dit. Donc, on n'est pas ni dans un processus de légitimation au cinéma, on n'est pas non plus dans des processus de manipulation de la vérité tel qu'on pourrait le trouver dans une élection, par exemple, où on ferait dire à Trump ce qu'un autre a dit, puis vice-versa, etc. Donc, des cas un petit peu extrêmes de notre spectre, mais dans des cas où on va manipuler l'archive. Alors, on va montrer l'extrait. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. The men who went to the moon to explore in peace will stay on the moon to rest in peace. These brave men, Neil Armstrong and Edwin Aldrin, know that there is no hope for their recovery. They also know that there is hope for mankind in their sacrifice. They will be mourned by a Mother Earth that dared send two of her sons into the unknown. Je pense qu'on peut arrêter l'extrait ici, c'est beaucoup plus long. Je pense que ça vous montre bien. Donc, pour situer ce cas, c'est un deepfake qui a été créé au MIT par deux artistes. C'est intéressant de dire que ce sont des artistes. Et donc, on comprend très bien que cette fiction d'un désastre, donc, où les deux premiers astronautes qui sont allés sur la Lune se sont écrasés, est dit par Nixon, ancien président des États-Unis. Le deepfake a été produit par des discours
En fait, le discours de démission de Richard Nixon, je pense que c'est intéressant de le dire, où il y avait des accents de tristesse, il y avait des accents de communication, évidemment, qui ont été récupérés pour faire ce deepfake, donc qui est une totale invention. Alors, le point qui est intéressant, évidemment, pour moi, c'est cette question de la manipulation des archives qui est possible dès maintenant, de transformer un événement qui s'est passé il y a plus de 50 ans pour en créer une autre réalité. Et c'est toute la question de la manipulation de l'histoire qui est en jeu présentement. Donc, fait par deux personnes, donc ce n'est pas une équipe avec des millions qui ont fait ça. Et un autre cas, donc, et je pense que je vais finir par cet autre cas, puisque mon temps est réduit. Donc, encore un autre. Un que j'ai présenté à H2PTM, donc je m'excuse déjà d'avance pour ceux qui étaient à H2PTM. L'honneur, le bon sens, l'intérêt supérieur de la patrie commande à tous les Français libres de continuer le combat. Le 18 juin 1940, le général de Gaulle prononce l'un des plus grands discours de l'histoire. Moi, général de Gaulle, j'invite tous les Français qui veulent rester libres à m'écouter et à me suivre. 3 minutes légendaires qui sont aujourd'hui présentées dans tous les manuels scolaires, gravées sur des monuments et célébrées chaque année par le président de la République. Sauf que le discours qui est à chaque fois diffusé, celui que vous venez d'entendre, ne date pas du 18 juin 1940, mais du... Alors, on peut passer à l'autre vidéo tout de suite après. L'honneur. Et donc, on voit, pour contextualiser encore une fois, ce discours qui est La très fabrication connu du par nos clone amis français. vocal du général de Gaulle Euh, pouvait commencer. oui, on attend avant de mettre, s'il vous plaît, le vidéo. Le vidéo. Mais attends avant de le mettre. Donc, voilà. Donc, ce qui est intéressant, c'est que ce discours a effectivement été prononcé par le général de Gaulle, mais l'extrait ou l'enregistrement de ce discours a été perdu. Et c'est là tout l'intérêt. Donc, est-ce qu'on est dans la manipulation, dans la tromperie, ou est-ce qu'on est dans une intention positive de restituer une archive alors que cette archive a été perdue? Et ça, pour moi, c'est un cas limite qui interroge cette notion de tromperie. Est-ce qu'on a le droit de façon éthique de faire une telle chose alors que, de toute évidence, c'est une illusion, c'est un faux, on le sait, mais bâti à partir d'un véritable discours du général de Gaulle qu'on restitue par le deepfake. Alors, donc, c'est un petit peu avec ça que je voudrais terminer. On pourrait montrer le vidéo aussi qui expose un peu comment ça a été fait. Donc, c'est la voix, évidemment, qui La est... fabrication du clone vocal du général de Gaulle pouvait commencer. Première étape, faire répéter à l'acteur François Morel une vingtaine de minutes de discours du général de Gaulle. Donc en fait, j'écoute et j'essaie de reproduire aussitôt. Sans imiter, c'est en fait coller au rythme. Et si de Gaulle parle un peu bas ou s'envole, respectez ça. Hop, je vous le relance. Ouais. La France avec nous. Étape 2, C'est bien. faire jouer à l'acteur le texte de l'appel du 18 juin. Pas besoin d'imiter de Gaulle, il faut juste respecter le rythme un peu solennel des années 40. Moi, général de Gaulle, actuellement à Londres, j'invite les officiers et les soldats français à se mettre en rapport avec moi. Le reste se passe Ben voilà. dans la machine. D'un côté, elle analyse comment le général de Gaulle prononce les mots. Elle fait pareil pour l'acteur François Morel et compare tout ça à des centaines d'autres voix déjà analysées. Objectif, définir ce qui est spécifique à chacune de ces deux voix-là, leur identité. Dernière étape, la machine vient habiller la voix de l'acteur avec l'identité vocale de Charles de Gaulle. Nous y sommes. Pour la première fois depuis le 18 juin 1940, la voix et les mots d'un homme, un général de 49 ans, qui appelle la France à poursuivre le combat. Au milieu des ténèbres, Ici, oui. Alors voilà. Donc, je vais terminer en passant 2 slides.
par une image que j'avais présentée à Tunis ou collée plus loin encore parce que j'aurai pas le temps, je pense. Je vais terminer là-dessus et puis je me passe de commentaires. Je vous laisse regarder l'image que j'avais donc présentée avant. Voilà.